les journées, vous avez peut-être des contraintes de temps, là, voilà, pas trop. Donc si vous permettez, madame... on va commencer. Donc, bonjour tout le monde et bienvenue au Forum del Moudjahid qui se consacre aujourd'hui à une conférence attribuée au lancement de la 15e édition du Salon national Carrefour Emploi et Formation El Jazair 2023. Donc, pour parler de cet événement, nous avons le plaisir de recevoir le commissaire du Salon, Monsieur Ali Belkhairi. Bonjour, Monsieur Ali Belkhairi. Bonjour, merci pour l'invitation. Je vous en prie. Nous avons aussi avec nous Sid Ahmed Zerouki, qui représente Emploi Partenaires. Oui, bonjour. Bonjour et bienvenue. Nous Merci. avons aussi également d'autres partenaires qui représenteront également des centres de formation, qui vont se défiler par la suite, en l'occurrence l'Agence nationale de la formation et du développement de parcs technologiques, avec Madame Wassila Knafet. Et nous avons aussi le CNFE, c'est le Conservatoire national des formations et de l'environnement. Et il y a d'autres invités aussi qui nous rejoindront par la suite. Monsieur Ali Belkhairi, à vous la parole. Ok, je vous remercie. Madame Aïta Alouache, pour cette invitation et pour nous donner l'occasion de parler, de médiatiser un peu ce salon que nous organisons maintenant. C'est la 16e édition. Nous avons commencé à l'organiser en 2007. Donc chaque année, nous organisons généralement un salon. On a raté uniquement l'année 2021 à cause du Covid. Mais on a repris quand même en 2022, puis on continue là. J'espère qu'on va continuer encore pendant longtemps. Alors le but de notre présence ici au niveau du Forum del Moudjahid, c'est d'essayer de médiatiser le salon. C'est d'informer le maximum de citoyens et d'entreprises du secteur économique et des institutions, pour qu'ils sachent qu'il y a un salon qui va se dérouler dans quelques jours et pour qu'ils puissent venir participer. Alors, notre but, c'est de créer un espace dans lequel vont se rencontrer tous les différents acteurs qui agissent dans le domaine de l'emploi et de la formation professionnelle et continue. Voilà, jeudi, c'est le 26. Jeudi 26, vendredi 27 et samedi 28, va se dérouler le salon national, on a appelé Carrefour Emploi et Carrefour Formation. Donc c'est ces deux salons que nous avons jumelés et qui vont se dérouler en même temps, simultanément, dans des espaces mitoyens. Pourquoi? C'est justement pour créer une synergie entre le monde des entreprises et le monde de la formation professionnelle continue. Donc ce salon est organisé en partenariat ou conjointement par l'agence 3C, Culture Communication. Et donc c'est une agence spécialisée dans tout ce qui est événementiel, organisation de séminaires, d'événements, etc. Et notre partenaire qui est co-organisateur, Emploi Partenaires, qui est à côté de moi, qui se présentera, qui lui est spécialisé surtout dans le recrutement par Internet, je veux dire recrutement, mais qui a élargi, je crois, même au recrutement classique. Donc ces deux entités se sont liées pour organiser cette 6e édition. Alors pourquoi? Parce que... Qui va se tenir au Palais de la Culture. Ah oui, au Palais de la Culture, oui, j'ai oublié de le dire, c'est important. Donc le 26, 27, 28 au niveau du Palais de la Culture. Alors là aussi, le lieu a été choisi parce que c'est un endroit qui est bien desservi. Parce que nous avons l'habitude de le faire dans différents endroits. Nous l'avons fait au niveau de la SAFEX, nous l'avons fait au niveau du Palais de la Culture, nous l'avons fait au niveau du CIC de Club des Pins aussi. Mais nous avons estimé que le Palais de la Culture était l'endroit, lui et la SAFEX, c'est-à-dire, qui était l'endroit le plus adapté pour que les gens puissent venir facilement et en masse visiter le CIC par exemple comment on appelle ça, de Stawi, le Club des Pins. Il est bien, mais il n'est pas très bien desservi, il est loin. Surtout pour les citoyens qui n'ont pas de voiture. La Haja, c'est compliqué. Le Palais de la Culture se prête mieux. Du centre-ville, etc. On peut y accéder rapidement.
Donc qu'est-ce qui a fait comment introduire un peu ce salon? Durant les 3 dernières années, donc, le pays a subi une crise quand même, comme tous les pays du monde d'ailleurs. Une crise liée au Covid, une crise liée donc un peu à la situation interne avec le départ de l'ancien président, tout ça, ça a créé quand même une certaine instabilité. Et une crise liée aussi à la guerre qui a commencé entre la Russie et l'Ukraine, qui a créé donc une certaine instabilité politique, mais aussi surtout économique. Beaucoup de produits donc ont vu leur prix donc grimper en flèche. Et ça a créé des pénuries donc, dans beaucoup de secteurs. Donc la fin de l'épidémie donc, a permis un peu de relancer pendant pratiquement 2 ans l'économie mondiale. C'est de tous les pays, donc on a travaillé au ralenti. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont débauché, au contraire, qui ont perdu il y a beaucoup d'entreprises qui ont fermé, qui ont coulé. Là maintenant ça reprend quand même. Ça reprend parce que la crise est terminée, donc c'est ouvert. Les transports, les échanges donc, recommencent à se multiplier. En ce qui concerne la guerre entre l'Ukraine et la Russie, pour nous, ça a été au contraire bénéfique. On a perdu, comme tous les autres pays, pour l'augmentation des prix, les pénuries, etc. Mais d'un autre côté, ça a permis donc une augmentation très importante des prix du pétrole et du gaz, qui est la source principale donc, qui anime un peu qui soutient le développement de notre économie. Ça va changer avec les années futures, Inch'Allah, mais quand même, pour le c'est toujours le pétrole et le gaz. Donc le fait que les prix ont augmenté, c'est très bien. Donc les budgets ont augmenté. D'ailleurs, dans la loi de finances 2023, il y a de nombreux donc, projets qui avaient été gelés, qui vont être relancés. Et il y a beaucoup de nouveaux projets aussi qui vont être relancés. Donc tout ça, ça va créer une dynamique économique. Et ces projets vont aboutir à plus de création d'emplois. Et c'est justement tout ça donc, pour venir donc, au fait que, comme vous l'avez dit, donc, ça va créer donc, beaucoup d'opportunités de création d'emplois. Pratiquement dans de nombreux secteurs. Et ça va aussi booster la formation. Ce qui dit création d'emplois dit aussi nécessité donc, de former donc, les compétences que ces entreprises vont recruter. Là aussi, donc l'économie évolue, les métiers changent. Donc les écoles donc, auront un rôle très important à jouer dans ce sens. Parce que le fait de changer de métier, donc ça veut dire qu'il faut passer par une formation professionnelle donc, qui permet donc, d'aligner ou de doter des compétences qui seront nécessaires donc, à cette entreprise. Voilà, ça c'était un peu pour introduire le salon. Donc ce salon va se dérouler pendant 3 jours au Palais de la Culture. Alors cette année on a choisi comme slogan, parce que chaque édition du salon on choisit donc une thématique qu'on souhaite développer pendant le déroulement du salon. Cette année on a choisi donc de le mettre sous le slogan de la digitalisation, la numérisation de l'économie. Digitalisation, numérisation, donc comme outil donc, au service du développement économique. Là aussi, c'est une tendance mondiale qui a été accélérée pendant le Covid, justement. Pendant le Covid, donc les gens ne sortaient pas, ils étaient confinés, il n'y avait pas d'échange de transport, ni avion, ni rien du tout. Donc ça a poussé, ça a encouragé, ça a même forcé, je dirais, ça a forcé donc les entreprises, les personnes, les institutions à travailler à distance. Donc à utiliser ces outils donc, introduits par les TIC, par les technologies de l'information et de la communication, en particulier Internet. Donc on a développé le télétravail, on a développé le e-commerce, commerce électronique à distance. Beaucoup d'entreprises ont changé donc, leur modèle, donc ce qu'on appelle leur business model, leur modèle économique, pour pouvoir s'adapter à cette nouvelle situation. Donc en proposant par exemple, beaucoup plus de produits par Internet. Et non pas des produits donc, livrables directement. Donc ça a créé des e-boutiques, beaucoup de choses. Alors, donc, pourquoi ce slogan donc, la digitalisation? Parce que la généralisation donc, de l'économie digitale et aussi l'introduction des outils apportés par l'intelligence artificielle et les nouvelles technologies que sont le big data, etc., vont permettre donc, de changer, donc, de modifier les business models des entreprises et des institutions. Donc tout ça, ça va être un puissant moteur donc, de développement économique. Alors ça, c'est valable pour tout, c'est au niveau mondial. Et l'Algérie, donc, là, on doit prendre là aussi, on est obligé de suivre.
Sinon, on va se retrouver relégués au dernier rang et tous les autres pays vont nous dépasser. Si on veut que notre économie soit efficace, il faut digitaliser, il faut numériser. Dans ce qu'il y a de bien, c'est que même nos autorités n'ont pas pris conscience ces derniers temps. C'est une appel faite aussi également par le président de la République. Exactement, voilà. Comme vous l'avez dit, donc, nos autorités ont pris conscience. Même le président de la République encourage justement, c'est pas qu'il encourage, il a donné même ordre, donc de numériser, digitaliser rapidement tous les secteurs stratégiques, en particulier le secteur des finances, le ministère des Finances, qui a pris beaucoup de retard. Vous prenez les impôts par exemple, jusqu'à maintenant ils ne sont pas encore informatisés. Vous prenez le e-commerce n'est pas encore, le e-paiement n'est pas encore généralisé. Moi, personnellement, je n'ai pas encore vu. Vous allez dans les autres pays, en France ou en Europe ou aux États-Unis, tout se fait par carte bancaire, par carte même, par contact, il n'y a même pas de. Et chez nous, tout ça, ça n'existe pas encore. Il faut aller au distributeur, il faut payer avec, en cash, etc. Donc il faut développer le e-paiement, le e-commerce, etc. Tout ça, ça fait partie du. Et ça a été, comme je l'ai dit, accéléré par la crise du Covid. Donc ça a été une bonne chose. Donc tous ces projets vont entraîner donc la création de beaucoup d'emplois. Pourquoi ? Parce que justement pour numériser ces entreprises du secteur des finances, ou même des autres secteurs, le secteur de télécommunications, le secteur. Alors là aussi, pour revenir au secteur, je viens de parler du secteur de télécommunications, lui, ils sont déjà digitalisés, mais c'est lui qui doit donc apporter les infrastructures qui sont nécessaires. Parce que pour digitaliser, pour numériser, il faut avoir des infrastructures quand même suffisantes. Il faut avoir donc Internet un peu de partout, il faut avoir des bandes passantes suffisamment larges, pour que le e-commerce fonctionne, pour que les impôts fonctionnent. Par exemple, vous avez une agence à Alger, une agence à Tébessa, une agence à Tamara, donc il faut qu'ils puissent communiquer, échanger les informations, les données. Donc tout ça, ça nécessite des réseaux. Donc des réseaux de télécommunications, en particulier Internet. Donc Algérie Télécom, là aussi, ils doivent s'impliquer. J'ajouterais même l'Agence nationale des fréquences, doit s'impliquer. Ça, c'est pour la téléphonie mobile et Internet mobile. Parce que là aussi, on utilise beaucoup de structures, donc de réseaux mobiles. Là aussi, il faut des fréquences. Parce qu'il y a une bande de fréquences c'est une ressource qui est relativement limitée. Donc c'est l'Agence nationale des fréquences qui s'occupe de ça. Elle aussi, donc, elle doit participer en libérant donc, de nouvelles bandes pour permettre à Algérie Télécom justement d'augmenter la bande de la DSL ou la Mobilis ou la Djezzy ou la Nejma, aussi d'augmenter la bande passante d'Internet qui est proposée aux citoyens, mais surtout aux institutions et aux citoyens. Donc tout ça fait partie de l'accélération et le renforcement donc, des actions de digitalisation donc, de l'économie de notre pays. Donc c'est pour ça que nous avons choisi ce slogan. Donc, ça va créer de nombreux postes d'emploi. Ça va valoriser aussi, ça va entraîner donc, le recours à la formation à des nouveaux métiers, parce que la digitalisation, ça veut dire que c'est de nouveaux métiers. On ne gère pas de la même manière une entité économique avec Internet ou là, avec les TIC ou là, sans TIC. Et je prends le cas par exemple d'un gestionnaire de magasin dans une supérette ou là, une grande entreprise. Ou là, avant, on gérait avec des cartes, avec des fiches de stock, entrée, sortie, la date, etc. Maintenant, tout se fait par ordinateur. Ça se fait depuis longtemps déjà, mais maintenant, ça a tendance à s'accélérer. Et on utilise aussi maintenant surtout Internet pour interconnecter donc, les différents magasins qui sont situés à Alger, à Oran, à la Bouille, etc., avec les structures centrales ou là, avec les magasins, les centres de distribution. Donc tout ça, donc les métiers changent. Donc ça veut dire que même les personnels des entreprises, la direction des ressources humaines, va donc programmer ou lancer des programmes de formation, de recyclage, de mise à niveau de son personnel. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir une réduction des postes de travail. Il y a peut-être certains postes qui vont disparaître, c'est vrai, les manuels, tout ça, parce qu'il y a de plus en plus d'automatisation, etc. Mais ça va surtout provoquer la reconversion. Au contraire, ça va même peut-être créer beaucoup plus d'emplois. Mais ce qu'il y a, ces emplois vont nécessiter une formation plus élevée. Un manutentionnaire, un ouvrier, il n'a pas besoin d'une formation poussée. Tandis que un gestionnaire qui utilise Internet, tout ça, il lui faut quand même une formation à Internet, à l'informatique, etc., au logiciel, etc. Donc ça veut dire que les écoles aussi vont intervenir pour justement prendre en charge cette formation, cette mise à niveau des compétences au niveau des entreprises. Donc tout ça pour dire que ça va booster un peu l'emploi au niveau des entreprises nationales. Quand je dis nationales, c'est public et privé.
Alors maintenant pour nos salons. Donc le salon, nous, on l'a créé justement pour donner une opportunité à ces différentes entités qui participent donc justement au développement de l'emploi et de la formation de se réunir. Alors ces entités, c'est quoi? C'est les entreprises qui offrent donc des emplois, qui sont en recherche de compétences pour pouvoir se développer, fonctionner, etc. Donc lutter contre la compétition des compétiteurs, etc., les concurrents. C'est donc les écoles qui vont proposer des formations à ces entreprises qui sont en recherche d'entités de formation pour prendre en charge leur plan de formation interne. Et c'est aussi beaucoup de citoyens, surtout qui ont fait des études, qui ont terminé leur formation dans les universités ou bien les centres de formation professionnelle et qui sont à la recherche d'un emploi. Soit pour travailler directement, si le poste existe, il correspond à leur spécialité, soit chercher une formation complémentaire qui va leur permettre justement de décrocher un emploi, parce que souvent, ou parfois, souvent, je ne sais pas, la formation qui est faite par l'université ne correspond pas exactement à 100% aux besoins de l'entreprise. Donc celui qui sort de l'université, peut-être qu'il n'a pas il a que 70% ou 80% des compétences qui sont requises pour occuper ce poste d'emploi dans l'entreprise. Donc il lui faut une formation supplémentaire. Donc là, il ira vers les écoles aussi pour faire une formation. Donc, je ne sais pas manger sur en informatique ou en anglais, dans les langues qui doivent travailler avec le commerce international, etc. Donc, c'est les trois entités. Alors, ces étudiants aussi qui ont terminé peuvent venir aussi à la recherche d'un stage aussi. Ils peuvent avoir terminé comme ils ne peuvent pas avoir terminé sur la recherche d'un stage. Donc ça, c'est le salon qui va leur donner cette opportunité. Quatrième catégorie, justement, qui est intéressée par ce salon, c'est les entrepreneurship, les créateurs d'entreprises, les nouveaux entrepreneurs. Qui ont terminé leurs études et qui veulent pas aller travailler dans une entreprise, mais ils veulent créer leur propre entreprise. Ou bien c'est quelqu'un peut-être qui a déjà travaillé, qui en a marre de travailler, ou là, qui veut lancer sa propre entreprise. Voilà, c'est quelqu'un peut-être qui a pris sa retraite, qui est maintenant, et qui veut par exemple créer une entreprise pour travailler, pour s'occuper. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'entrepreneurship. Là aussi, donc ces gens, on va leur offrir donc une plateforme, c'est le Carrefour, dans lequel ils vont venir peut-être trouver des idées. En discutant avec les entreprises, ils vont voir quels sont les créneaux qui sont peut-être porteurs. Par exemple, une entreprise, je ne sais pas moi, je prends Considère ou les travaux publics par exemple, qui vont venir et donc ils vont dire qu'ils ont besoin de sous-traitants. Parce que par un Considère, on ne fait pas tout. Ils ont un cœur de métier, c'est la construction des bâtiments. Mais pour ça, ils ont besoin peut-être d'échafaudage. Donc, échafaudage métallique en général. Donc, ils vont avoir besoin peut-être de faire recours à un sous-traitant qui fabrique ces échafaudages. Donc, ça peut donner une idée à quelqu'un. Donc, il va fabriquer peut-être pour considérer donc des échafaudages. Et il y a d'autres idées, je veux dire. Il y a les écoles de formation aussi qui viennent aussi, qui vont leur montrer les nouveaux métiers. Peut-être quelqu'un qui a fait, je sais pas, il a fait géologie, ou bien il a fait l'environnement, là, il veut, peut-être, il considère que déjà il n'y a pas assez de travail pour apprendre la géologie. L'université forme par exemple 1000 géologues par an, alors que les besoins du marché c'est 200-300. Donc tout le reste, ils vont se retrouver au chômage. Donc il leur faut un recyclage. Donc il va venir, il va voir les écoles, les formations proposées, et les nouveaux métiers justement qui accompagnent ces formations, ça va peut-être les intéresser. Ils vont venir, ils savent qu'il y a il y a des formations dans le e-paiement, le e-commerce. Ça va peut-être les intéresser, ils vont venir se former sur le e-commerce. Donc c'est toutes ces opportunités que le salon, pendant 3 jours, va donner donc à ces différents acteurs, entreprises, donc écoles, citoyens, donc étudiants, etc. L'objectif, c'est de créer donc ce carrefour. Carrefour, c'est un endroit, cette place. C'est pour ça qu'on les a fait. Avant, on les faisait séparément. On faisait un salon national de la formation et on faisait un salon national de l'emploi, séparément. En janvier, en avril, 2 ou 3 mois de différence. Et puis on a vu chez les entreprises ou les écoles qui nous ont demandé donc d'essayer de les regrouper pour en faire justement pour créer cette synergie et profiter de cette synergie entre les écoles et les entreprises. C'est pour ça qu'on a décidé de les regrouper pendant 3 jours. Alors, en parallèle avec cette création, mise en place de cette plateforme commune où vont se rencontrer ces différents acteurs, on organise une série de conférences et de tables rondes, séminaires, ateliers, conférences et tables rondes qui vont porter sur la thématique du salon, évidemment. C'est sur l'emploi et la formation continue et professionnelle.
Donc il y aura des ateliers pratiques qui sont organisés par notre partenaire et collègue, donc Emploi Partenaire. Et il y aura des conférences aussi thématiques qui vont porter donc, sur le développement des ressources humaines dans les entreprises, sur les nouveaux métiers, sur les nouvelles technologies, sur l'intelligence artificielle, quel est l'apport de l'intelligence artificielle pour le développement de l'économie et des ressources humaines, pour la création d'emplois, etc. Donc ça, c'est 3 jours. 3 jours, donc, Palais de la Culture, 26, 27, 28. Alors, j'ai oublié au début, donc je voulais déjà remercier normalement, d'habitude, je commence par ça. Mais à la base, on n'arrive jamais à suivre. Donc, je voulais vous remercier, vous, en premier, donc, d'avoir bien voulu donc, remercier donc, El Moudjahed, de nous avoir permis donc, de participer à ce forum pour médiatiser donc, dans ce salon. Remercier donc tous vous les médias, la presse, d'avoir bien voulu répondre à notre invitation de participer à ce forum. Je voudrais remercier nos partenaires, notre sponsor déjà, on a un sponsor qui est Faderco, qui malheureusement ne pouvait pas venir parce qu'il a des contraintes internes, mais qui sera présent évidemment pendant le salon. Je voulais remercier nos partenaires, donc je l'ai dit, El Moudjahed, le PTV, de toutes les chaînes, en arabe, en français, en berbère, etc. Berbère TV aussi, qui nous accompagne. La chaîne Irtisadia Loula, c'est une nouvelle chaîne économique là, qui nous accompagne. La presse écrite aussi qui participe. Et nos partenaires tels que l'ANPT, qui est participant et partenaire dans l'organisation de ce salon. L'ANPT, c'est l'agence des parcs technologiques. Le GAN, qui n'est pas là, le GAN, c'est le groupement des acteurs algériens du numérique. C'est une sorte de syndicat donc, professionnel qui regroupe toutes les entreprises du numérique. Et nous remercions aussi toutes les entreprises des écoles qui sont inscrites, qui participent à ce salon. Donc, il y aura combien d'exposants, monsieur Boutrelli ? Alors en tout, il va y avoir une 50aine d'exposants entre les entreprises et les écoles. Je n'ai pas le chiffre exact de tous. Sur un espace de... Comment ? Sur un espace de... Je ne sais pas. C'est le palais de la culture, c'est tout le palais de la culture. Voilà. Il faut multiplier, vous savez, s'il y a 50 entreprises, c'est les stands, c'est environ 12 mètres carrés. D'accord. Donc 50 par 12 mètres, ça vous donne la superficie, à peu près. Hein. Donc vous avez l'opportunité de multiplier, de faire le compte. Ouais. Plus les espaces pour l'accueil, pour la restauration, plus vous ajoutez 20-30% à ce chiffre. Monsieur Boutrelli, qu'est-ce qui différencie cette édition par rapport aux précédentes ? Alors, ce qui la différencie, les nouveautés de cette édition ? Les nouveautés, comme je l'ai dit, on l'a mis, le slogan de cette année, c'est d'encourager le développement de la numérisation et tout ce qui est lié donc, à cette numérisation donc, au niveau des métiers, des formations, justement pour essayer donc, d'ajouter notre pierre à l'accélération du développement de notre économie, l'économie nationale. Notre objectif global, c'est le développement de l'économie d'Abdallah. Donc là, c'est pas nous qui allons évidemment développer toute l'économie de l'Algérie, mais c'est une brique dans la pyramide, qui doit participer justement à ça. Et surtout, donc, on a pris les nouveaux métiers, parce que c'est ça qui va créer donc, cette croissance. Parce que les nouvelles technologies, les TIC, ce sont donc ces technologies qui permettent donc d'accroître la compétitivité, de rendre une entreprise plus efficace, de rendre l'administration plus efficace. Parce qu'il n'y a pas que les entreprises, c'est vrai, parce que c'est le secteur de l'économie, mais il y a des institutions aussi. Hein. On en a qu'à voir ces dernières années avec l'informatisation de différents ministères, ministère de l'Intérieur, ministère de la Justice. Maintenant, vous pouvez avoir accès à obtenir des extraits de naissance directement par Internet. La justice, il y a longtemps déjà, vous pouvez avoir accès à le cas judiciaire, vous pouvez l'obtenir par Internet. Donc il y a eu une modernisation, une informatisation de différents ministères ça participe aussi au développement et à l'amélioration de la gouvernance du pays et du rapprochement entre les institutions, l'administration et les citoyens. Et c'est très important. Donc, la compétitivité des entreprises aussi, quand vous automatisez les processus de gestion, ça veut dire que vous les rendez plus efficaces, plus rapides, moins coûteux, et donc plus efficaces, et donc pour contrer la concurrence. Donc ça veut dire que vous allez devenir plus compétitif. Donc le recours à ces nouvelles technologies sont obligatoires.
Donc les entreprises participantes varient entre public et privé, les deux? Alors les entreprises participantes, oui, ça varie entre entreprises publiques et privées, mais le gros c'est des entreprises privées. La majorité, comme d'habitude, je sais pas, comme je l'ai dit, c'est la 16e édition, ça fait 16 ans qu'on le fait. Les entreprises privées ont toujours été plus nombreuses que les entreprises publiques. Je dirais que c'est un peu dommage. Moi, j'aurais bien voulu qu'il y ait beaucoup plus d'entreprises publiques. Mais il ne faut pas oublier aussi que dans tout pays, la locomotive du développement, c'est le secteur privé. C'est les États-Unis qui est le leader dans le monde, le Japon, la Corée du Sud. C'est les meilleurs parce qu'ils ont encouragé, ils ont mis en place, donc ils ont développé un secteur privé très performant. Le secteur public aussi a son rôle, mais c'est le secteur privé qui doit. Vous n'avez pas en France ou là aux États-Unis, il y a des entreprises publiques, mais il y en a pas, ça représente peut-être 10%. 90% c'est des entreprises privées. Parce que l'entreprise privée, elle se développe de manière beaucoup plus dynamique. Elle a moins de contraintes, etc. L'entreprise publique a son rôle. Les secteurs stratégiques, évidemment, c'est les entreprises publiques. Vous prenez le transport, le chemin de fer, l'aviation, etc. Même en France, les grandes entreprises, c'est étatique. La SNCF, Air France, c'est l'État qui a des actions majoritaires. Donc les deux ont leur rôle. Mais on aurait bien voulu qu'il y ait beaucoup plus d'entreprises publiques. Oui. Alors c'est pour ça qu'on a recours un peu à Kemal Forum, c'est peut-être diffuser l'information, peut-être ça va les encourager à venir participer. Il y a beaucoup d'entreprises qui ne sont peut-être pas venues, peut-être qu'elles n'ont pas eu l'information, peut-être. Ou là, peut-être qu'elles ne sont pas encore sorties du processus de crise. Parce que la crise a duré quand même 2 ans, t'as le Covid. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont commencé à se relancer, mais Inch'Allah, 2023, elles vont atteindre un peu, leur vitesse de croisière, disons. C'est aussi permettre aux jeunes de s'informer sur les mesures de financement des différents projets liés aux start-up et à la micro-entreprise également. Effectivement. Alors là, justement, il y a des entreprises qui on va leur donner la parole après, si vous le permettez, comme l'ANPT, justement, qui va proposer justement l'aide, le financement, l'accompagnement pour la création de ces start-up. Donc on va lui donner la parole. Sinon, on commence par allez-y, présentez un peu votre entreprise, l'ANPT. L'ANPT. Madame Knatef. C'est un micro là. Il y a un micro ici. Madame Wassila, oui, un micro s'il vous plaît. À la tribune. La tribune, pupitre, voilà. Oui. Donc vous présentez l'entreprise que vous représentez. Votre entreprise. Et vous nous dites qu'est-ce qui vous a motivé pour venir participer justement à ce salon. Pour rejoindre un peu nos objectifs. Très bien. D'accord, donc bonjour et merci de nous avoir invités. Donc, Madame Wassila Knatef, je suis directrice de l'incubation de l'entrepreneuriat et de la formation à l'ANPT, l'Agence nationale de développement des parcs technologiques. Donc nous sommes partenaires du salon dans cette édition et nous sommes ravis de l'être. Donc merci pour cette opportunité. Donc à travers cette opportunité et ce partenariat, nous faisons aussi bénéficier une quinzaine de startups qui sont hébergées dans nos incubateurs, qui vont être présentes lors des 3 jours du salon. Nous sommes spécialisés dans les TIC, comme a dit monsieur, donc c'est vraiment un sujet qui est très important pour nous. Et donc la formation, le recrutement, la ressource humaine spécialisée dans les TIC, c'est une ressource humaine très importante et mondialement elle est recherchée et c'est pour ça qu'on voit beaucoup de départs de cette ressource humaine algérienne qui part à l'étranger. Et donc actuellement nous faisons beaucoup d'actions dans ce sens pour essayer justement de les retenir en Algérie avec la facilité de recrutement et surtout en les sensibilisant sur le volet entrepreneurial. Donc comme a dit monsieur, donc dans cette édition c'est important qu'ils ont mis en avant ce volet, l'entrepreneuriat, qui donne beaucoup d'opportunités. Donc c'est non seulement création d'entreprises, mais surtout création de richesses et création d'emplois. Donc c'est pour ça que la boucle est bouclée et donc on revient au recrutement et aux opportunités. Voilà. Moi, je voulais savoir qu'est-ce que vous faites pour aider les jeunes porteurs de projets et création de start-up et micro-entreprises, surtout maintenant qu'on met des incubateurs dans les universités.
Oui, enfin, oui. Nous sommes aussi partenaires de beaucoup d'incubateurs d'entreprises. Alors l'AMPT, c'est l'Agence nationale de développement des parcs technologiques. Dans nos parcs technologiques, nous avons des incubateurs. Actuellement, on a l'incubateur de Sidi Abdallah à Alger. On a aussi un incubateur à Burj Bahri Ridge et nous faisons aussi l'accompagnement en virtuel avec un programme dédié à l'incubation depuis 2020 avec le Covid. Et à travers ces programmes, nous accompagnons les porteurs de projets, les startups dans le développement de leurs projets entrepreneurial. Donc, la quinzaine de startups qui vont participer au salon, donc ils auront l'opportunité aussi de partager leur expérience. Et nous aussi, on va aussi assurer une conférence sur l'écosystème entrepreneurial, technologique et innovant. Et donc, pour répondre à votre question, donc on accompagne les porteurs de projets dans toutes les phases de création de leur entreprise. Beaucoup sont dans notre spécialité qui est les TIC et le numérique. Donc, beaucoup sont des ingénieurs, des informaticiens, des électroniciens. Sur le technique, ils sont très bons, donc ils créent de bonnes solutions. Par contre, sur le volet création d'entreprise, gestion d'entreprise, donc c'est surtout sur cette partie-là que nous intervenons. Nous les formons, nous les appuyons, nous les conseillons. Nous leur donnons aussi les structures à travers et l'infrastructure à travers nos incubateurs, donc où ils sont hébergés gratuitement. Tout ce process est gratuit. Donc c'est un service public qu'on fait à leur profit. Et donc l'objectif c'est de créer des startups. Actuellement, la MPT depuis qu'elle a commencé cette activité en 2010, a accompagné plus de 650 projets de création de startups. Actuellement, dans nos incubateurs, nous avons un nombre important de startups qui créent de la valeur, qui créent de la richesse, qui créent de l'emploi. Même l'année passée, en 2021, beaucoup ont été récompensés par des récompenses nationales, mais aussi internationales. Voilà, donc et ce qui est important, c'est que vraiment ils sont spécialisés dans les TIC. Donc ils créent des solutions qui aident différents secteurs, la santé, l'éducation, le transport, l'agriculture, donc dans tous les secteurs. Donc ils créent des solutions qui apportent beaucoup, innovantes surtout, et donc qui apportent des solutions. Et en même temps, comme a dit monsieur, donc actuellement on a beaucoup de startups qui sont sollicitées par des institutions étatiques essentiellement à travers nous pour créer pour les aider à se digitaliser. Donc en 2021, je vous donne un exemple avec Algérie Télécom par exemple, on a réalisé plusieurs projets qui étaient importants et structurants pour Algérie Télécom pour développer aussi leur réseau. Et en même temps aussi sur le volet formation, beaucoup de startups sont spécialisées dans des solutions numériques dédiées à la formation. Voilà, donc et tous les secteurs sont demandeurs et on travaille dans ce sens. Donc moi, si vous permettez, je donnerai la parole aux journalistes s'ils ont des questions à vous poser. Okay. Donc, pas de questions? Non, merci, madame. Si, quand même. سعد الشاب سؤال موجود الشاب مكتوب بخير بين المشاركين الصالون بين المشاركين في هذا الملتقى التوظيف والتشغيل les créateurs d'entreprise. هل هما تابعين للقطاع العام ولا القطاع الخاص؟ لا، le créateur d'entreprise, c'est القطاع الخاص, c'est des prix, c'est des individus. حتى آلية التمويل يعني رصدات الدولة في هذا المجال يعني هو كله طابع تابع يعني منابع من الدولة. C'est-à-dire la start-up qui est l'État يعاونها par des budgets, parce qu'en créant une start-up, c'est une idée innovante qu'on va essayer de concrétiser. On fait ce qu'on appelle ça un business plan, etc., etc. Mais il y a une prise de risque. Avec l'innovation, c'est pas sûr que le marché. Donc on va tester le marché. On a une idée, c'est-à-dire on va tester le marché, un choufou. Donc on va la créer. Donc l'État va financer en partie
Et puis un chauffe-eau, au bout d'un an, 2 ans, un chauffe-eau, cette idée, si elle est performante, elle va se lancer, elle va être rachetée ou la reprise par une entreprise, une grande entreprise, ou l'argent. Maintenant, si elle échoue, c'est pas grave, c'est ça, la start-up, elle intègre cette prise de risque. Un échec, c'est pas, je veux dire, elle réussit pas, c'est pas un échec en tant qu'entrepreneur, au contraire. Ça veut dire que le créneau ADA, c'est une expérience. C'est une expérience, voilà. Le créneau ADA, il n'est pas encore mûr. On va faire autre chose. Donc c'est ça la start-up. Il ne faut pas s'attendre tout de suite à faire des résultats, des bénéfices, etc. C'est pour ça que l'État doit accompagner. Exactement. C'est aussi des expériences sur lesquelles ils se construisent. Donc ce que je disais tout à l'heure, souvent c'est des techniciens qui sont dans un processus de création d'entreprise. Donc ils font une première expérience dans laquelle ils acquièrent des compétences, puis ils passent à une deuxième expérience et on le voit au bout de quelques années, donc ils arrivent à tout cumuler, donc l'expérience, l'équipe, la bonne idée, le marché, donc par la suite on a plus de succès. C'est-à-dire qu'une start-up, c'est pas comme une entreprise, c'est pas le même fonctionnement. D'ailleurs, même le registre de commerce, normalement, il faut faciliter. Parce que quand on veut créer une entreprise, il faut donc c'est une heure, là, une SARL, là, une PE, etc. Et il y a un processus quand même pas lourd, mais relativement. Une start-up, justement, il faut créer des conditions de telle manière qu'on puisse la créer rapidement et la dissoudre rapidement. Et changer, la reconvertir rapidement aussi. Tout à fait. En fait, le volet le plus important dans les start-up, c'est l'innovation. C'est l'innovation, ça veut dire qu'ils créent des solutions qui sont nouvelles pour le marché, nouvelles sur le terrain, nouvelles pour les clients. Et donc, il y a un processus différent de produits qui sont déjà connus. Et donc, la vente n'est pas la même, la commercialisation n'est pas la même, la communication autour de ce produit, les stratégies de marketing. Donc, c'est des processus différents qui prennent plus de temps. C'est pour ça que nous, à notre niveau, l'accompagnement prend des années, mais c'est pas un accompagnement de quelques semaines, mais sur plusieurs années. Et donc, c'est un process plus lent, mais au final, le résultat, il est beaucoup plus important qu'un produit standard. Parce qu'il solutionne, il démarre d'une problématique qui est souvent identifiée par le porteur de projet, puis il crée une solution, il crée une entreprise pour la commercialiser. À la fin, on a donc une entreprise qui crée de la richesse, qui crée de l'emploi et qui surtout solutionne un problème rencontré dans un secteur en particulier. Madame Knateff, est-ce que vous accompagnez les projets des jeunes universitaires, puisque l'État en fait le noyau des projets et donne beaucoup d'intérêt à ces startups, à ces projets qui se créent au niveau des universités? Est-ce que vous accompagnez ces projets? En fait, nous historiquement, quand on a commencé ce travail d'incubation, on avait beaucoup de profils différents. Donc on avait les étudiants, on avait les nouveaux diplômés, on avait aussi ceux qui ont des expériences professionnelles. Donc, et là actuellement, avec cette nouvelle vision, avec la création d'incubateurs au sein même des universités, c'est vraiment quelque chose qui nous aide déjà nous et c'est une bonne chose parce que déjà ils prennent en charge les porteurs de projets qui sont étudiants. Donc ils sont déjà pris en charge par leurs incubateurs dans leurs universités. Donc ça leur permet de développer déjà de l'expérience, de se former. Puis une fois qu'ils sont diplômés, une fois qu'ils sortent des universités, peut-être une première expérience, une fois qu'ils veulent se lancer dans l'entrepreneuriat professionnel. Donc nous maintenant actuellement, on essaie de se focaliser surtout sur ces profils-là et on laisse les profils étudiants pour les incubateurs. Mais en parallèle, on accompagne aussi les incubateurs d'université. Beaucoup nous demandent de les accompagner. On a signé beaucoup de conventions dans ce sens, en formation, en conseil aussi, parce que c'est un métier qui prend du temps pour se développer. C'est un environnement aussi. Voilà, donc nous, ça nous a pris plusieurs années pour que notre incubateur soit maintenant, disons, plus mature. Ce que je disais, c'est que donc on travaille en collaboration avec les incubateurs d'université.
Donc ce salon vous permet aussi d'être en lien direct avec ces jeunes et de leur faire expliquer le rôle de votre agence. Exactement. La majorité ne connaissent pas l'agence. Donc, Enfin, disons que là, actuellement, ça va. Mais sinon, oui, ce genre de salons sont très importants pour justement toucher un large public, mais aussi pour rencontrer les professionnels. C'est vraiment dans les deux sens. Et en même temps, donc on a aussi l'opportunité à travers les conférences et les tables rondes, justement, donc de donner des ateliers, de faire de la sensibilisation. Ce que en temps normal on le fait dans les universités ou donc c'est des sorties pédagogiques qui viennent chez nous dans les incubateurs. Donc là, on va le faire dans le salon. Merci beaucoup, Madame Knater. Merci. Donc, Monsieur Bkheli, on va revenir au salon. Ouais. Et c'est aussi un espace de rencontre entre les professionnels. Et c'est un espace aussi de création d'emploi pour les chercheurs d'emploi et de la formation également. L'emploi, la formation, la création des secteurs, etc. Donc c'est un carrefour où on se rencontre ces quatre acteurs. Donc vous attendez vous avez des estimations des offres d'emploi qui vont être pour cette année. Ce sera plus important que les autres années. Je n'ai pas les chiffres. Et cette année, je pense qu'il y aura plusieurs centaines de postes d'emploi qui vont être proposés sûrement par ces différentes entreprises. Alors parmi les entreprises, j'ai vu rapidement, j'ai pas la liste exhaustive, il y a beaucoup d'entreprises du secteur d'industrie pharmaceutique, il y a des entreprises du secteur bancaire et finance et assurance, secteur bancaire et assurance, il y a des entreprises de construction comme Cosider. Donc toutes ces entreprises qui seront là vont recruter, vont proposer donc des dizaines d'emplois. Les banques, ils ont besoin donc de personnel pour pouvoir au niveau de leurs agences. Chaque banque a des dizaines d'agences à travers le territoire national. Donc là, ils vont proposer donc des postes de travail pour ces chargés de clientèle, des managers, des informaticiens, etc. Donc sur cet aspect-là, nous avons avec nous... Et c'est pour ça qu'on compte sur vous, sur les médias, pour diffuser l'information, pour qu'il y ait un maximum de visiteurs, pour permettre à ces entreprises de trouver donc les compétences qu'elles cherchent, et surtout pour les jeunes, de trouver un emploi, un stage, une idée. À l'origine, ce salon, en 2007, je l'avais organisé, ça a été le premier salon de ce type en Algérie. Je l'avais organisé dans le cadre d'un centre de carrière, Career Center, qu'on avait créé au niveau de l'INC, de l'Institut National du Commerce. Il a été créé dans le cadre d'un partenariat avec l'Université du Michigan. Donc l'Université du Michigan, a lancé un projet, a créé un centre de carrière qui n'existait pas dans aucune université en Algérie avant 2007. Donc en 2007, l'Université du Michigan a créé un centre de carrière au niveau de l'INC. Centre de carrière, c'est l'interface entre les entreprises et l'université. C'est pour donc aider nos étudiants donc, à trouver un emploi, à trouver un stage, à trouver une idée donc, sur les métiers à choisir, sur les spécialités et sur leur future carrière. Donc tout ça, c'est le rôle des centres de carrière pour les étudiants. Et de l'autre côté, c'est de trouver aussi des informations, récolter des informations auprès des entreprises pour savoir si les programmes de formation donc, qui créent ces compétences au niveau de nos étudiants, de nos futurs cadres, correspondaient donc aux besoins réels de l'entreprise. Donc c'est un feedback dans une communauté dans les deux sens. Nos étudiants pour leur trouver un emploi et les entreprises donc, pour récupérer donc, ces informations. Et c'est comme ça qu'on a créé le premier salon. Alors l'une des actions privilégiées donc, des centres de carrière américains, c'était d'organiser régulièrement ce qu'ils appellent des job fairs, des salons de l'emploi. Au niveau donc, de leurs universités. Donc il y a des salons régionaux, des salons nationaux, des salons spécialisés par métier, etc. Donc nous, le premier, on l'a fait, c'était pour nos étudiants. Moi j'étais le premier, donc j'avais été sélectionné par cette université de Michigan. C'est moi qui ai installé, qui ai créé ce centre, qui l'ai dirigé pendant 4 ans, la durée du partenariat. Et pendant 4 ans, donc, j'avais organisé donc, ce salon de l'emploi. Au début, je l'avais fait dans les locaux de l'INC, de l'Institut. Après, on a eu beaucoup de demandes, les autres étudiants nous ont dit pourquoi là on ne peut pas profiter de cette occasion. Donc on l'a sorti et on l'a fait au niveau du palais de la culture. On l'a ouvert à tous les étudiants.
Non, pour dire que l'objectif, c'était pédagogique, c'était d'aider nos étudiants à trouver donc un emploi ou un stage. Après, on l'a élargi. Donc on demandera tout à l'heure à Madame Aguintil de nous parler de l'aspect formation. Voilà. Mais en ce moment, je demanderai à Monsieur Sid Ahmed Zaloukri, qui est votre partenaire et qui est représentant également et président de Emploi Partenaire, et de l'entreprise Emploi Partenaire, de nous parler de cet échange entre les entreprises, ce contact important, et également cet échange avec les jeunes, avec les porteurs de projets, de nous parler sur ces aspects-là. Je vous en prie. Écoutez, je vous remercie. Nous avons toujours été, donc je me présente Zerouki Sidahmed, je suis le directeur du cabinet de recrutement Emploi Partenaire. Pour vous présenter un peu notre activité, tout simplement on met en relation les différents acteurs du monde du travail, candidats, entreprises, et nous proposons depuis 2009 des solutions hautement technologiques pour les entreprises afin qu'ils puissent recruter de manière autonome et indépendante. Et nous participons d'ailleurs au ce salon depuis un peu plus de 13 ans maintenant. Pour nous, c'est un rendez-vous important pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que les salons de l'emploi, c'est des accélérateurs de recrutement. On l'a toujours pensé. Et ça permet aux entreprises, dans un laps de temps très très court, de recruter plusieurs candidats ou bien de répondre un peu à leur plan de recrutement. La deuxième chose, c'est que ce salon nous permet aussi d'animer plusieurs ateliers. C'est des ateliers que nous proposons pour les candidats. D'ailleurs, cette année, on va animer 2 ateliers. Le premier, c'est comment faire un bon CV, une lettre de motivation, comment se vendre auprès des entreprises. Et le deuxième atelier, c'est un atelier qui est plus orienté digital. Aujourd'hui, la recherche d'emploi se fait essentiellement sur Internet. Donc, comment aller chercher, utiliser les technologies, les moteurs de recherche sur le net pour trouver le poste qui correspond justement à ses attentes. Comme ça ? D'accord. Voilà. Et donc c'est la raison pour laquelle justement on participe chaque année au Salon de l'Emploi. Ça nous permet aussi de communiquer auprès de la population, bien auprès des RH, pour leur donner un peu les tendances du recrutement. Les recrutements changent. On ne recrute pas en 2000 de la même manière qu'en 2010, qu'en 2020 et qu'en 2022. C'est vrai que notre pays aussi est passé par une crise Covid qui a fait des difficultés à pas mal de nos entreprises, mais pour moi en tout cas, je pense que la crise Covid c'est plus une opportunité qu'un problème. Si on met de côté bien sûr l'aspect sanitaire, dont c'est pas le sujet aujourd'hui, mais je sais que la crise Covid a permis à beaucoup de nos entreprises de se réorganiser et de repenser un peu la performance et de leur organisation. D'ailleurs, l'année 2022, c'est une année de restructuration et de réorganisation. C'est-à-dire, on pense que bien qu'on a eu, nous, au sein du cabinet, une augmentation des placements, l'année 2021, de mémoire, je pense qu'on a effectué un peu plus de 3000 placements, or qu'en 2018, on était un peu plus de 7000 placements par an. L'année 2022, on est sur un peu plus de 5000 placements. Donc, il y a une augmentation, il y a une reprise économique, à mon sens, c'est timide, mais il y a une reprise. Déjà, les chefs d'entreprise ont un discours complètement différent, ils ont un peu plus le moral et on sent qu'il y a une écoute et les entreprises arrivent à se projeter, disons, sur l'année 2023. Ensuite, j'ai envie de compléter peut-être la réponse de M. Belkhiri. Vous avez posé la question tout à l'heure sur les nouveautés du salon pour cette année. En plus de l'aspect technologique, donc l'idée aujourd'hui, toute l'Algérie parle de start-up et de nouvelles technologies et on est en train de sensibiliser justement nos jeunes à se lancer dans la création d'entreprises. Nous avons mis à disposition justement à tous les participants des salons une base de données. Donc tous les candidats qui viendront lors du salon visiter et puis rencontrer les entreprises, ils auront des QR codes sur lesquels ils pourront scanner leur téléphone et envoyer justement déposer leur CV. Donc tous ces CV lors du salon seront disponibles juste après le salon auprès des entreprises. Donc ils partiront avec une base de données électronique. Donc ça sera différent des versions précédentes. Avant, les entreprises partaient avec des paquets de CV. Cette fois-ci, ils partiront avec, j'ai envie de dire presque les mains vides, mais dès qu'ils rentrent au bureau, ils pourront accéder à une plateforme où ils auront tous les CV sous format électronique.
Il y aura aussi les conférences qui seront diffusées en direct. Donc il y a beaucoup aussi de personnes qui malheureusement ne pourront pas assister au salon, qui sont en région, dans des endroits retirés. Donc ils pourront accéder aux conférences directement sur les réseaux sociaux. Et le troisième point qui est très important, en tout cas à mon sens, c'est les personnes en situation de handicap. Donc nous avons voulu axer aussi et orienter le salon et à sensibiliser les entreprises à cette population-là. Nous, dans notre quotidien, il y a beaucoup de personnes qui, en situation de handicap qui cherchent du travail et qui ne savent pas comment faire pour trouver les entreprises, justement. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont équipées et qui peuvent recevoir cette population-là, mais malheureusement, peut-être qu'elles ne communiquent pas assez. Et il y a des candidats aussi qui souhaitent justement travailler et qui, justement, malheureusement, les conditions, c'est un peu difficile. Donc ce salon aussi est destiné aussi à cette population où on va faire en sorte justement de leur permettre aussi d'accéder à des entreprises pour justement qu'ils puissent aussi participer à la vie économique algérienne. Voilà, un peu les nouveautés. Donc moi je voulais revenir, vous avez cité la crise du Covid qui a mis des milliers de personnes en chômage. Oui. Il y a le rebondissement ces dernières en 2021, 2022, 2023 et c'est aussi la prise de conscience de ces entreprises que de mettre en exergue le télétravail aussi est devenu important. Alors, ça fait gagner du temps. Plusieurs choses ont changé. Plusieurs choses ont changé. Déjà, la vision, le business des entreprises a changé. Donc, on recrute plus déjà de la même manière. Voilà. Avant 2018, donc il y avait un marché qui tirait vers le haut. Donc, les entreprises recrutaient pouvaient se permettre aussi des erreurs parce que pour les raisons qu'on connaît, donc les marchés étaient là, etc. Et les entreprises du coup recrutaient, même si il y avait des erreurs de recrutement, c'était pas grave. Aujourd'hui, avec la crise Covid, donc les entreprises font attention à leurs dépenses, donc elles recrutent différemment et elles ont pris conscience de l'importance des compétences au sein d'une entreprise. Donc aujourd'hui, elles investissent plus en formation et elles font attention à leur recrutement. Donc on recrute peu mais mieux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de recrutement, mais je veux dire qu'on recrute différemment. Voilà, on est plus sur la qualité que sur la quantité. Et d'ailleurs, nous, au sein de l'entreprise, on s'intéresse à un sujet qui est nouveau dans notre pays, qui est l'engagement collaborateur. Aujourd'hui, la performance des entreprises passe par l'engagement des collaborateurs. Il y a eu une étude qui a été faite par un cabinet international qui s'appelle Gallup, qui s'intéresse à ce sujet-là. Et donc c'est un cabinet qui existe qui intervient dans plus de 40 pays et ils ont sorti une étude sur différents pays. Et notre pays, le taux d'engagement collaborateur en Algérie, il est de 7%. C'est-à-dire dans une entreprise où vous avez 100 collaborateurs, vous avez 7 personnes qui sont engagées dans une entreprise. Et on sait pertinemment que l'entreprise est tirée vers le haut, l'entreprise devient compétente, si le collaborateur est épanoui au sein de l'entreprise et si il est également engagé au sein de l'entreprise. Donc tout ça, c'est des sujets qui sont nouveaux. Dans d'autres pays, c'est des sujets qui sont d'actualité. On s'intéresse au bien-être des collaborateurs au sein de l'entreprise, de leur épanouissement, de leur engagement. On ne s'intéresse pas uniquement à leurs compétences, parce que c'est un sujet, le bien-être du collaborateur dans une entreprise le rend plus compétent, le rend ouvert à l'échange, etc. Donc il y a beaucoup plus d'investissement sur les capitales humains. Oui, et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que c'est plus un choix ou un luxe, c'est que c'est une obligation par les entreprises. Donc on est obligé d'aller sur un autre niveau de management et de relations collaborateurs. Donc je laisserai les journalistes également si vous avez des questions à monsieur Zalouri. Je crois que j'ai été très clair. Donc on va revenir à madame Agentil, c'est ça, qui va nous parler de la formation, de l'aspect formation. Fadli. Bonjour, merci pour l'invitation. Je représente Mme Agentil Camilla, je représente le CNFE, c'est le Conservatoire national des formations à l'environnement. Je suis à tutelle du ministère de l'Environnement et des énergies renouvelables. Les missions principales de CNFE, c'est la formation à l'environnement et la sensibilisation et l'éducation environnementale. On est installé sur l'échelle nationale en 42 annexes nommées par Maison de l'Environnement. Donc l'objectif de notre participation à ce carrefour de formation et d'emploi, c'est beaucoup plus d'ouvrir la porte pour les jeunes étudiants et les jeunes porteurs de projets à les sensibiliser à l'entrepreneuriat vert. Parce que comme on savait que l'entrepreneuriat vert, c'est une source
très riche. Le recyclage, on a plusieurs volets. Donc on est spécialisé dans la formation à l'environnement et en même temps on fait des formations pour le secteur privé, étatique, des entreprises pour trouver des solutions pour leurs problèmes en matière de l'environnement, par exemple le désamiantage, il y a plusieurs thèmes, la gestion des déchets spéciaux dangereux, donc on a plusieurs thèmes. Par exemple aussi on est les leaders dans la formation déléguée de l'environnement et la réglementation environnementale. On sait bien que le ministère de l'Environnement et des Énergies renouvelables il est impliqué par les changements de loi et de la réglementation par rapport à le niveau industriel. Donc on sensibilise aussi les entreprises par rapport à ce thème. Très bien, donc vous allez aussi à cet espace ce salon, c'est aussi vous permet d'être un espace, d'établir un dialogue direct à travers des entretiens avec les jeunes qui veulent s'informer et qui n'ont pas connaissance de beaucoup de choses, comment faire aboutir leurs projets, comment aboutir les idées d'abord. Donc comment vous aidez ces jeunes, comment vous ouvrez le champ? On a un programme très riche pour les jeunes, découpé par plusieurs parties. Par exemple, déjà améliorer l'idée, parce que le jeune il a l'idée, comme il a dit Monsieur Ali Belkhair avant, que les jeunes diplômés, l'université ne donne pas tout. Donc pour être spécialisé par exemple en gestion de déchets ou recyclage des déchets, il faut qu'il y ait un programme spécifique. Mais avant il y a la gestion de projet, comment avant il développe son projet. Après on voit le côté technique et les aides aussi de voir le financement, les procédures d'avoir un financement de l'État. Et aussi on a des conventions de partenariat avec les startups, les incubateurs au niveau des universités. Donc le CNFE il donne la porte pour les jeunes à avoir l'idée et penser à ouvrir des projets en entrepreneuriat vert, parce qu'elle est vraiment, on a par exemple au niveau de CNFE on a plus que 200 thèmes pour les entrepreneurs verts. Donc c'est ça. Très bien, merci. Donc, s'il y a d'autres questions qui veulent... Merci Madame Anité. Donc, Donc là, on a donné la parole à nos différents partenaires qui sont là. Il y en avait deux autres qui devaient venir, je ne sais pas pourquoi, de l'ISGP, il y avait la directrice de l'ISGP qui devait venir, mais je ne la vois pas. Et il y avait le responsable des ressources humaines de Considère, qui n'ont pas pu venir. Je pense que c'est peut-être le temps, là, le froid, la route a été bloquée, peut-être, je ne sais pas. oui, peut-être. En tout cas, pour revenir un petit peu à notre salon, donc c'est un événement qui est très important. C'est un événement d'utilité publique, donc qui participe, comme je l'ai dit, à la promotion et à booster au développement donc, de notre économie, donc sous l'aspect donc emploi, métier, formation. Formation continue et professionnelle. Là, je vous une parenthèse pour dire que ce qu'on vit, c'est ce qu'on encourage et ce qu'on fait participer à ça, c'est la formation continue et professionnelle. C'est pas la formation initiale. La formation initiale, c'est le rôle de l'université ou la descente de formation professionnelle. Ils n'ont pas besoin, je pense, de ça. Il y a l'État qui prend en charge. Là, c'est la formation qui vient après. C'est ce qu'on appelle la formation tout au long de la vie, long life learning. C'est quelqu'un qui rentre dans une entreprise. Le processus de recrutement dans une entreprise, vous savez, la première étape, c'est le recrutement. Après, c'est la formation. Pourquoi ? Parce que tout évolue. Au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, il y a les technologies évoluent, les techniques évoluent, les techniques de manipulation, de production, même les méthodes de management évoluent. Par exemple, avant l'arrivée des TIC, de l'informatique, la gestion, c'était une gestion pyramidale, avec la hiérarchie, directeur, sous-directeur, etc. Maintenant, avec la mise en place de réseaux, d'intranet, de workflow dans les entreprises, donc la décision, le fonctionnement se fait de manière plutôt transversale. Donc c'est pas les mêmes méthodes donc, de gestion et de management. Donc tout évolue. La production kiff. On fabrique plus un téléviseur maintenant, avec les écrans LED ou
c'est pas la même technologie qu'il y a 20 ans. Voilà. Donc le personnel, ça veut dire qu'il faut le former sans arrêt, jusqu'à ce qu'il arrive à la retraite. Donc tout ça, c'est un processus donc c'est cette formation qu'on vise. C'est ce qu'on appelle la formation continue, qui vient en complément de la formation initiale et qui se développe pendant toute la carrière du cadre, du salarié au niveau de l'entreprise. Et le développement de tous les secteurs est tributaire de la formation du personnel. La formation, c'est la base. Pour être au diapason. Et pour être au diapason, pour être compétitif, pour assurer donc l'automatisation, la bonne gouvernance. Par exemple, la tendance de l'autre, maintenant, c'est une société sans papier. Comme on parlait tout à l'heure, il y a plus on essaie d'éviter le papier maintenant. Tout se fait par les CV, par exemple, le papier va disparaître. C'est avec un QR code, on le scanne et on a le CV pour constituer des CV tech. Donc la tendance est aller vers la société de zéro papier, dans tous les secteurs, administration, avec les citoyens, ou bien les entreprises. Donc tout ça, ça fait partie donc, de la nouvelle économie, ce qu'on appelle l'économie numérique, ou l'économie de la connaissance. Le monde entier y va, il n'y a pas que nous, c'est le monde entier. Et nous, on est obligés de suivre. Sinon, on va se retrouver parmi les... Je prendrai le cas qu'on cite souvent, c'est la Corée du Sud. C'est un pays qui a su se développer en 20 ans, 30 ans, qui est devenu l'un des leaders mondiaux dans beaucoup de domaines, technologie, l'automobile, l'aviation, même la défense, et qui avait débuté il y a une trentaine d'années, qui était au même niveau que l'Algérie. Les années 50, 60, la Corée du Sud et l'Algérie, on était à peu près au même niveau de développement économique. Alors maintenant, regardez l'Algérie et la Corée du Sud. La Corée du Sud, c'est un des premiers pays dans le monde, avec le Japon, les États-Unis, la France, etc. Nous, on essaye. Donc ça veut dire que tout ça parce qu'ils ont basé sur la formation, de l'école jusqu'à l'université. Ils ont généralisé, ils ont rendu la formation efficace, etc., etc. Et tout ça, c'est aussi quand je parle de numérisation, ça veut dire quand on numérise une société, ou là, une entreprise, ou là, des institutions, ou là, des organisations, ça veut dire qu'on introduit la bonne gouvernance, la transparence. C'est pour ça que, avec le retard qui a été pris dans l'informatisation des institutions financières, par exemple, les impôts, tout ça, ça a permis de développer la corruption. Avec l'informatique, il y a beaucoup, je ne veux pas dire pratiquement pas, parce que ça peut toujours trouver, mais je veux dire on réduit au maximum les possibilités de corruption, parce que tout devient transparent. L'un des objectifs aussi du salon, c'est de rendre le recrutement transparent. Parce que chez nous, on a cette tendance, on a cette culture de dire, tout se fait par piston. Il y a des jeunes qui viennent me voir, moi je suis professeur à l'université. Pourquoi ? Parce que tout se fait par piston, ne me parlez pas. Alors ça, le salon aussi participe aussi de cette action pour essayer de diminuer un peu et d'enlever cet état d'esprit. Parce que parfois c'est vrai, mais souvent c'est faux. Hein. Le bonhomme il n'est pas recruté parce qu'il n'a pas la compétence voulue aussi. Hein. Après les golocs ils ne m'ont pas recruté parce que j'ai pas de piston. Ça aussi il faut le salon participe à ça parce que là c'est transparent. Il vient, l'entreprise, le jeune il discute. Donc c'est un échange direct. Donc là, ça permet de réduire cette mentalité du piston. C'est aussi l'un des objectifs du salon, la transparence. Voilà. Est-ce que vous avez des questions techniques ou on est ouvert. Alors je ne me suis pas présenté. Moi, je suis organisateur, plutôt commissaire du salon, et organisateur donc historique du salon. C'est moi qui l'ai créé ce salon, en 2007. Comme je vous l'ai dit, donc en Algérie ça n'existait pas. C'est moi qui ai créé ce premier salon dans le cadre de ce partenariat avec l'Université du Michigan. Moi, je suis professeur, je suis docteur en informatique, en intelligence artificielle, hein, c'est mon domaine. Donc quand je parle de numérisation, c'est pour ça que j'encourage la numérisation, parce que c'est un peu mon métier aussi. Hein. J'aimerais bien donc encourager tout ça. Moi, il y a deux secteurs que j'aimerais développer dans notre pays, c'est l'informatisation, la digitalisation, la numérisation, et c'est l'aéronautique. Tout ce qui est lié à l'aviation, aux drones, ça aussi c'était un des éléments dans tous les pays développés, on lançait donc leur économie là-dedans. Je prendrai le cas de l'Iran, qui était un pays pourtant qui est mahna à peu près. Hein. Vous savez, il fabrique des drones, il fabrique des missiles, il fabrique des avions. Et même les Russes ont fait appel à leurs drones pour attaquer l'Ukraine. Ça, c'est un secteur qu'on pourrait développer parce qu'on en a les capacités. On a beaucoup de cadres. On a des écoles d'aéronautique à Blida, à Alger, à Oran, etc. Ça aussi, j'aimerais bien, donc, à travers ces messages, donc, nos autorités qui encouragent ça.
Le Maroc, par exemple, dans ce domaine, ils ont beaucoup plus avancé. Il y a beaucoup d'entreprises qui sous-traitent au niveau de l'aéronautique au Maroc, pour les pièces détachées, et ils fabriquent pour Boeing et pour Airbus. Là, on a beaucoup plus de capacités que le Maroc, et beaucoup plus de compétences en termes de ressources humaines. On a formé des dizaines et des centaines d'ingénieurs dans le domaine de l'informatique, de l'électronique, de l'aéronautique, etc. Mais beaucoup, ils partent à l'étranger. Donc il faudrait tout faire pour essayer de les retenir et de les faire travailler dans notre industrie. Donc merci. C'est moi qui vous remercie. Si vous n'avez pas de questions, donc... Monsieur Boutrir, Oui. تكلمت على مساهمة القطاع الخاص. Oui. Le secteur privé. تكلمت على مساهمة القطاع الخاص. يعني وشفت مثلا لنعطف يعني كلمة إذا نحكي على المؤسسات الناشئة ومرافقة الكثير من المؤسسات الناشئة. احنا نعرف انه القطاع الخاص قطاع هش الجزائر. يعني شوية يعني كيف نعول على المؤسسات الناشئة في خلق ثروة؟ هل المؤسسات اللي يعني لحد الآن اللي راهي موجودة حققت جدوى اقتصادية؟ يعني خاصة في المجال الرقمي اللي راك يعني Donc, tiens, là, le secteur c'est la création d'entreprises, les start-up, tout ça. Ouais. Les start-up, la plupart, c'est des entreprises privées. En général, c'est des individus, des étudiants qui ont terminé, ou là, des gens qui veulent se reconvertir, qui ont une idée, qui veulent donc essayer de concrétiser cette idée à travers la création, donc la mise de produits sur le marché, à travers la création d'une entreprise qui va fabriquer ses produits, etc., qui doit mettre sur le marché et qui va voir comment le marché va réagir. Ça, donc, c'est l'idée en elle-même, elle est privée. Parce que l'État, c'est pas à l'État de créer. L'État, il doit favoriser, il doit encourager à travers la mise en place des incubateurs dans les universités, par exemple. Dans les universités, on a créé ce qu'on appelle des maisons de l'entrepreneuriat. Ça aussi, ça a été fait il y a une quinzaine d'années. On a commencé à créer les premières maisons de l'entrepreneuriat dans le cadre d'un partenariat avec l'Université du Michigan aussi. Et on a créé des centres de carrière et on a créé des maisons de l'entrepreneuriat. On l'a créé ici à Alger, on l'a créé à Constantine, on l'a créé à Oran, etc. À Béjaïa, à Ouargla. On a créé beaucoup de... Il y a l'ambassade même des États-Unis qui a participé, parce que l'Université du Michigan, c'est une université américaine, et qui a participé à la création et à la gestion de ces maisons de l'entrepreneuriat. Donc tout ça, c'est pour encourager donc, la création de start-up dans les différents domaines de l'économie, dans l'industrie, dans les services, mais surtout dans le domaine des nouvelles technologies. Parce que la plupart des start-up, c'est surtout dans le secteur de la numérisation, digitalisation qu'on les crée. La Silicon Valley aux États-Unis, c'est comme ça qu'elle a été créée. C'est dans le cadre de start-up. Après, qui sont développées, qui sont devenues des entreprises de niveau mondial, comme Google, comme Apple, etc. Donc l'État, il est là, c'est pour encourager, favoriser, encadrer, aider financièrement, infrastructurellement, etc., la création de ces start-up. Donc c'est le privé. Dans Kimagoul tout à l'heure, normalement, la locomotive du développement économique, ça doit être le privé. Même l'État, il doit encourager et développer ça. L'État, c'est pas à l'État de tout faire. L'État, il est là pour les services sociaux, pour les services administratifs, pour encourager, pour contrôler. Mais après, il faut laisser le privé, les entreprises se créer. La richesse, elle se crée. En Corée du Sud, c'est les entreprises privées qui sont créées comme ça, qui ont développé l'économie. L'État, évidemment, il doit garder les secteurs stratégiques, c'est clair. C'est un problème de souveraineté nationale. Mais le reste, il faut laisser le privé. Il doit travailler en étroite collaboration avec le secteur, entre les secteurs privés et publics. Il faut développer, d'ailleurs, c'est en cours. L'un des axes actuels de la politique actuelle qui a été lancé par le président Tana, c'est le développement, c'est la mise en place d'un partenariat public-privé. Il y a de grands projets, et que ce n'est pas uniquement l'entreprise publique ou le secteur public de prendre en charge. Il faut que le privé aussi, il faut faire appel au privé. Mais dans des conditions, évidemment, bien encadrées, etc. Financièrement, réglementairement et légalement, pour éviter les problèmes de surfacturation, etc., etc. Mais donc c'est le partenariat public-privé. Même l'État, les autorités commencent à encourager tout ça. Ça, c'est une bonne chose. Je pense qu'on est sur la bonne voie. Maintenant, il faut concrétiser tout ça. On a pris du retard, c'est vrai. Ce qui m'a l'informatisation, il y a 20 ans qu'on aurait dû commencer. Merci, je crois qu'on a fait le tour de réponse. Je vous remercie énormément. C'est moi qui vous remercie. On va vous distribuer le communiqué de presse. Voilà. Donc merci pour tout et à la semaine prochaine. Et donc je vous invite à venir le jeudi. Jeudi, visiter, participer à